Hey les amis, je vous fais une courte vidéo. Alors, vous vous dites, il est 17h30. Oui, 17h25 exactement. Le match commence dans 3 heures et des brouettes. Et je vais aborder quelques sujets. Alors, vous avez vu dans le titre, défense chamboulée. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de surprises. Alors, l'absence de Merlin, bien sûr, qui fait partie de ce chamboulement. Mais il y a d'autres choses parce que finalement, il y aura peut-être Kondogbia qui va se retrouver en défense. On va voir ça ensemble, les amis. Tout d'abord, le petit abonnement, la petite cloche, le petit like. Il y a mon petit café qui est prêt là. Voilà, c'est comme si on était en live, mais on est en vidéo. Alors, mettez aussi la cloche, le commentaire et aussi quoi? Le partage. On y va tout de suite sur l'introduction. Et let's go! Alors on commence par quoi? D'abord, je tiens à saluer Clément Daubin, 4650, qui est supporter rémois. Il nous dit: nous les Rémois, on n'a jamais écarté nos jambes face au PSG. Repense à Chavaria, Balogun, Krikoviak, etc. Compte sur nous, il a voulu dire. Par contre, dernière fois que tu nous titilles comme ça, c'était la vidéo d'avant-hier, je crois, où il y a 2-3 jours, où en fait, j'avais dit tous les clubs de Ligue 1, ils écartent les cuisses face à Paris et ils perdent les rencontres. Et là, finalement, le match d'hier, eh ben, un partout. Voilà, entre Reims et Paris. Même si pour ma part, Paris aurait dû perdre parce que le but de Paris est peut-être légèrement en jeu. Et en plus de ça, il y avait un pénalty juste derrière. Normalement pour les Rémois avec un coup de coude dans la tronche. Je crois que c'est Fabio Ruiz qui met un coup de coude un petit peu à la Pape Gay, vous vous en souvenez? Le carton rouge qu'il reçoit contre Rennes il y a quelques années avec André Villas-Boas en coach. Nous, on avait pris un carton rouge. Voilà, un Pape Gay qui était suspendu. Et donc, du côté de Paris, il n'y a pas de pénalty, pas de faute. Voilà, on continue le match. Voilà, donc est-ce que l'arbitrage a joué hier? Je dirais que oui, encore une fois. Mais malgré l'arbitrage à l'avantage des Puputiens, il ne gagne pas la rencontre. Et ça permet à l'OM de rester à portée de fusil. Parce que nous sommes qu'à 2 points, à 3 points, pardon. Si nous gagnons, eh ben nous revenons au même nombre de points que les Parisiens et que les Monégasques qui ont gagné tout à l'heure. Alors, je lis un petit peu ce qu'il nous a dit. Donc, il nous a dit ça. Moi, j'ai dit, je retire en attendant. Alors, en attendant quoi? En attendant la rencontre, parce que c'était 2 jours, je lui ai répondu. Et il m'a répondu hier soir dans la nuit. Toc, toc, toc. Maintenant, à vous de jouer en parlant de l'OM. Pour enfin concurrencer les petites princesses de Paris. J'attends une mention spéciale pour ta prochaine vidéo également. Et ben voilà, je te salue Clément. Merci à toi. Et je salue à tous ceux qui ont un anniversaire aujourd'hui et tous ceux qui m'ont demandé dernièrement de le saluer en vidéo que j'ai oublié. Voilà, je suis désolé. Mais c'était la petite mention spéciale pour tout le monde. Voilà, tous ceux qui me soutiennent. N'hésitez pas à me soutenir encore une fois, à donner de la force à la chaîne. Allez, on enchaîne avec quoi? La force, pourquoi? La force pour trouver le maillot. Ça y est, il a été trouvé. L'énigme du coach, j'allais dire, du maire de Marseille. Donc, l'énigme du maire de Marseille, c'était celle-ci. Je vous la montre. La question, c'était même pas une question, c'était une phrase. Voilà, une expression peut-être. Je vole vers l'horizon, au carrefour entre ciel et mer, là où l'on dépose les mots d'amour. Bonne chance à toutes et à tous. C'était à 9h30 du matin qu'il a envoyé ce message sur Twitter. Et ça a été trouvé, le fameux maillot des 125 ans, l'OM, qui a été caché par Benoît Payan dans Marseille, a été trouvé par Damien et sa famille sur la corniche à l'entrée du chemin du Vallon de l'Oriole. Alors, je ne connais pas tous les lieux de Marseille, donc pour ceux qui habitent Marseille, eh ben, c'est dommage pour vous. Ça y est, le maillot, il a été trouvé, maillot des 125 ans, vous le voyez. Voilà la petite fille qu'il a récupérée. Allez, on enchaîne les amis avec l'actualité principale. Alors, grosse force encore une fois, c'est pour commencer cette vidéo, ça va être beaucoup de force. Force à Malinovski, notre ancien joueur de l'OM, s'est blessé gravement. Je vous montre vite fait la vidéo sans son. Ça dure 21 secondes. Alors ceux qui sont sensibles aux blessures, ne regardez pas. Sinon je vous montre la vidéo, regardez. C'est quand même assez grave. Apparemment, on voit une fracture qui doit être du tibia, je pense, tibia péroné ou un truc comme ça. Et tu as même le gardien adverse qui vient le réconforter. On voyait le gardien qui s'est penché vers lui. Regardez, hop, il reste la jambe bloquée dans le sol. Voilà, on le voit un peu mieux là. Voilà, donc on va pas faire les curieux et on va s'arrêter là. Donc le gardien, comme vous le voyez derrière en vert, qui va le réconforter parce que c'est une grave blessure et je pense qu'il en aura pour au moins 1 an, à mon avis, minimum avant qu'il retrouve les terrains. Parce que c'est une très très grave blessure. Ça m'a l'air d'être très très grave. Force à toi, Ruslan. Allez, on enchaîne les amis avec quoi? Du mercato. Du mercato pour qui? Pour Kylian Sildia. Apparemment, Chelsea est chaud artichaut pour le prendre en remplacement de Reece James, qui est souvent blessé. Donc il y a Jules Koundé, Jérémy Frimpong, Kylian Sildia, Michael Kayode et Giovanni Kwanda pour les 5 pistes maintenant de nos jours.
Et nous avons donc Kylian Sildia qui est à la 3e place. Je pense qu'il sera peut-être même à la première si on prend le classement dans l'ordre. Jules Koundé qui est au Barça. Je vois pas pourquoi il partirait du Barça pour aller à Chelsea. Frimpong qui est dans une équipe aussi qui est quand même assez importante. Leverkusen. Je sais pas pourquoi il irait à Chelsea actuellement. Donc Kylian Sildia qui est dans un club un peu moindre, Fribourg. Est-ce qu'il irait pas du côté de Chelsea si Chelsea pousse un petit peu? Attention à l'OM qui recherche, pourquoi pas pour le prochain mercato, des arrières latéraux. D'ailleurs, on va en parler pour la défense. C'est d'un des sujets, comme le sujet quoi? Le sujet de Macourt. Sujet Macourt, avant d'y aller les amis, on regarde un petit peu le groupe d'aujourd'hui. Le groupe d'aujourd'hui avec Delange, Rouli, Van Neck, je vous cite tous les joueurs. Balerdi de retour, donc Brassier. Garcia, Lirola, Meite, Murillo. Et oui, pas de Merlin, il est blessé, on le savait très bien. Bacola et Cornelius aussi suspendu, pardon. Bacola qui est de retour, ou qui est de retour, qui est de jeu, puis la semaine dernière aussi il était, mais qui est là, donc qui s'impose un petit peu dans le groupe. Carboni qui est de retour par contre. Aminarit, Hojbjerg, Kondogbia, Koné, Rongier, pas de Rabiot. Il avait dit à la conférence de presse qu'il se sentait pas prêt et on va attendre un petit peu, on va être patient pour pas se presser, pour pas qu'il y ait des pépins. Greenwood, Enrique, Mopé, Rowe et Wai pour l'attaque. Voilà les amis pour le groupe. N'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui manque que je n'ai pas cité. Sinon, je crois avoir tout cité. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec le petit coach adversaire qui nous dit quoi? Il y a quelques années, Pierre Sage avait pris un billet d'avion pour voir Roma Sassuolo et étudier le De Zerbi Ball en tant qu'éducateur anonyme, selon l'équipe. Je ne vais pas vous lire tout l'article de l'équipe concernant donc ceci. Voilà, c'est pas très important parce que ça revient sur les conférences de presse ici et là. On l'a déjà dit, on l'a déjà cité dans mes 2 dernières vidéos. Donc on va rester juste sur cette information-là. Apparemment, il y a déjà eu Pierre Sage qui a déjà enquêté sur le jeu du De Zerbi Balls. Donc on va voir si ces balls elles vont tenir. Allez, on va voir maintenant sur le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. C'est celui de Frank McCourt. Frank McCourt face à Textor. Et oui, c'est 2 mécènes américains. Et on va voir qui est le plus important d'un côté et de l'autre sur chaque thème abordé. Pablo Longoria a demandé un effort à Frank McCourt en s'engageant sur un cycle de 3 ans avec une première année déficitaire mais des revenus conséquents ensuite. La manne de la Ligue des Champions, des plus-values sur les transferts via un effectif rajeuni bonifié par Roberto De Zerbi. Et c'est vrai que quand on y regarde bien, l'effectif a bien rajeuni et on pense qu'il y aura une manne avec cet effectif qui sera revendu dans l'avenir si bien sûr on se qualifie en Ligue des Champions avec des plus-values sur les transferts. Donc c'est un projet de 3 ans, on en a déjà assez parlé avec De Zerbi qui est arrivé pour 3 ans, avec Benassia qui est là aussi, avec même le centre de formation qui travaille sur 5 ans, mais ça fait déjà 2 ans qu'ils sont là, donc ça ferait encore 3 ans à tenir pour certains qui voudraient qu'ils partent à toutes ces personnes-là. Mais sur 3 ans, on va voir comment ça va fonctionner. Pour l'instant, on n'en est qu'au début. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Le début de quoi? Le début du classement. Le début du classement, il y a Monaco qui est premier. Alors là, ils se sont trompés du côté de Google, puisque c'est Paris qui est premier, logiquement, avec la différence de but à plus 13. Vous voyez là, plus 13, Monaco plus 8, l'OM plus 8. Donc il faut gagner, Donc de toute façon, il faut gagner pour suivre le rythme. Et si nous gagnons, nous sommes à 13 points comme Monaco, Paris et nous. L'OM. Donc en gagnant, on serait avec 13 points. Les Lensois 9 points. Les Nantais pour l'instant actuellement, ils font match nul 8 points. 8 points Reims. 7 points les Nissart. 7 points les Rénois. Les Rénois? Non, les Rennais, pardon. Les Lillois 7 points et vous descendez le classement. Voilà, vous avez tout le classement. Et il ne reste plus que le match de Lyon finalement contre l'OM. Voilà pour le classement. Maintenant, on va avoir un petit point sur quoi? Sur les statistiques. Non, ça sera tout à l'heure. Voilà, je vous aborderai tous les statistiques. Maintenant, on va sur quoi? Sur le petit point presse. Ouais, c'est le point presse. Alors, le petit point presse, je voulais vous lire tout l'article là, mais c'est pas vraiment important. Ce qu'on va regarder d'abord, c'est la compo. Voilà, je voulais vous parler de la compo, c'est un des sujets principaux. On va regarder la compo ensemble et on ouvre tout de suite. Alors, regardez-moi cette compo, je bois mon café. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Là, on n'est pas en live, c'est pour ça que je bois mon café tranquillement. Mais c'est pas grave, on est à la bonne franquette ici, vous savez comment je fonctionne. Donc, on analyse un petit peu cette compo-là de l'OM et regardez bien la défense, comment elle est chamboulée. Vous avez 3 joueurs sur 4 qui ne sont pas à leur poste. Alors, je bois et je vous dis tout. Donc, on a la défense à 4 pour un 4-2-3-1 comme d'habitude. Et on a Kondogbia, déjà un milieu de terrain habituel, qui descend dans la défense centrale à la place de Balerdi. Et Balerdi passerait en latéral droit. C'est un peu particulier. Après, on le sait très bien avec le jeu de De Zerbi, ça a beaucoup bougé. Quand on a le ballon, on va passer à 3 derrière. Donc Murillo va monter d'un cran. Il va remplacer un peu le rôle hybride d'un Merlin. Voilà, donc comme on avait vu dernièrement sur mes débriefs, je vous remonte vite fait pour ceux qui ne connaissaient pas ce système-là. Voilà, donc je vous le montre vite fait dans mes petits tactics que j'avais préparés avec vous dernièrement. Hop, on ouvre la page.
Si elle veut bien s'ouvrir, se connecter, non, c'est pas ça que je voulais faire. Oh punaise, il faut que je me connecte. Putain de merde, ils ont changé la page. Voilà, comme par hasard, aujourd'hui. Bon, c'est pas grave, on revient sur la compo. On revient sur la compo. Donc on a le système, je vais vous faire avec les flèches, comme ça va être plus précis. Donc on a le système, si vous prenez Merlin, habituellement Merlin il a un rôle où il passe en ailier. Vous voyez, il y a une flèche que je crée là, il monte d'un cran et Enrique repique dans l'axe. Voilà, Enrique repique dans l'axe, Harit se décale un peu pour pas le gêner. Voilà, on a ce système là. Donc ça fait que la défense on passe à 3, et la défense qui passe à 3, on a Brassier qui va un petit peu remplacer Murillo légèrement, mais pas aller sur le couloir gauche pour faire un arrière gauche, non. Kondogbia qui va repasser dans l'axe pour être pile poids dans l'axe, et Balerdi qui va se réaxer aussi. Voilà, donc ça sera un système à 3 derrière. Il ne sera pas vraiment arrière latéral droit, je parle de Balerdi, même s'il pourra, pourquoi pas, monter de temps en temps. Si on domine largement, qu'on a le ballon et qu'il peut se permettre de monter avec un remplacement, parce qu'il y aura des compensations entre Balerdi et Koné. Koné qui remplace Kondogbia, il est ici. Il remplace Kondogbia qui est ici derrière. Mais Koné, il va compenser les montées d'un autre arrière latéral de Balerdi. Si Balerdi monte, voilà, Greenwood, pareil, repiquera un petit peu dans l'axe pour être à 2 attaquants avec Mopé, qui est titulaire selon l'équipe. Et ben, Koné remplacera Balerdi. Voilà le système un petit peu qu'on verra demain, ce soir, pardon, j'ai oublié qu'on est dimanche, par rapport à l'équipe. Alors, moi, j'ai un doute de savoir que Balerdi sera sur le côté droit, mais il nous précise ça dans l'article et on va le lire ensemble, les amis, parce que c'est fait pour ça que j'ouvre l'article. Alors, on descend un petit peu, on va regarder juste la partie Marseille. Balerdi à droite. Roberto De Zerbi a eu la semaine pour préparer son équipe à ce choc face à Lyon ce soir et il a rapidement donné des indications à ses joueurs sur ses intentions. Pour pallier l'absence de Merlin, toujours blessé, l'entraîneur devrait une nouvelle fois utiliser un droitier dans le couloir gauche de la défense avec Amir Murillo, qui a déjà joué contre Nice. Je continue, et Brest, c'était Lirola. Mais cette fois, il pourrait innover à l'opposé. Après avoir titularisé Valentin Rongier face au gym, il devrait utiliser Leonardo Balerdi pour sécuriser le côté droit et faire reculer Geoffrey Kondogbia en charnière aux côtés de Lilian Brassier. Il a poussé sa réflexion jusque sur le terrain et il a effectué plusieurs mises en place avec ce schéma. Ismaël Koné a régulièrement été associé à Pierre-Emile Højbjerg au milieu lors des séances alors que Neil Mopé semblait tenir la corde pour occuper le poste d'avant-centre aux dépens d'Eli Boilly. Voilà comment ils nous expliquent un petit peu leur compo du côté de l'équipe. Et il y a une autre compo, c'est du côté de la Provence. Et on va la lire ensemble, les amis. Avant d'y aller, on va regarder quoi? L'article que je vous ai cité, c'est celui qui concerne Frankie McCourt et Johnny Textor. Je ne sais pas si c'est quoi son prénom, c'est John Textor, je crois. Allez, je vous le lis en entier. Voilà, il y a plusieurs sujets à aborder. Tous les opposent. John Textor, le truculent propriétaire américain de l'OL, se différencie de son compatriote et homologue marseillais Frankie McCourt par son omniprésence et ses méthodes de start-upper et son opposition à Vincent Labrune. Donc là, il résume en une phrase. Il dit qu'il y a une grosse différence avec l'omniprésence de Textor du côté de Lyon. Voilà, il se mousse, il fait les photos, là, vous avez vu, les selfies avec les supporters. Ce que ne fait pas Frankie McCourt, qui est souvent absent depuis des années. C'est vraiment pas intéressant pour lui le football à mon avis, voilà, il s'intéresse pas trop. Textor peut-être qu'il s'intéresse pas trop non plus, mais c'est juste qu'il est plus présent, c'est un autre, c'est un différent, voilà, un peu plus comme ils le disent, start-upper et tout le team. On continue. Leur style, Textor, assez interventionniste. John Textor a développé une vraie passion pour le foot qu'il abreuve des dizaines de matchs visionnés par semaine et de nombreuses heures passées sur son ordinateur à décortiquer des vidéos que lui envoient ses analystes. Cette frénésie impacte les mercatos de ses différents clubs car il aime prendre en main certains dossiers et parfois miser sur un joueur en lequel il est le seul à croire, comme Jack O'Brien l'été dernier. À Lyon, l'ancien directeur sportif David Friot a subi cet interventionnisme avant de constater la dégradation de ses relations avec le boss qu'il a fini par se séparer de lui. Textor n'applique pas une méthodologie particulière mais fonctionne à l'instinct et à la confiance. Il s'appuie ainsi sur des proches comme son chef scout à l'OL, Mathieu Louis-Jean, qu'on a connu à Marseille, le directeur sportif de Crystal Palace, Dougie Friedman. Il a également une relation directe avec Pierre Sage, l'entraîneur dont il a lancé la carrière. Voilà, donc du côté de Lyon, le Textor, lui, il est interventionnisme, comme il dit, interventionniste, pardon, et il intervient dans le mercato. Voilà, il est vraiment intéressé. C'est un petit peu, ça fait penser à Aulas, hein, qui était dans ce domaine-là. Aulas, il intervenait dans le mercato et il se mêle de tout. Voilà, donc c'est un petit peu le même style qu'un Aulas en version américaine, avec le burger, avec le cigare, avec les photos, le texte. Voilà, vous voyez ce que je veux dire.
Allez, on continue avec ma course cette fois, celui qui nous intéresse. En toute discrétion, lors d'un petit déjeuner à l'hôtel Intercontinental de Marseille, à l'automne 2016, Frankie McCourt nous avait prévenu. Vous allez me voir beaucoup au début, comme en politique, en campagne présidentielle. Puis je prendrai beaucoup de recul. Il n'a pas dérogé à cette ligne et sa présence est devenue diffuse, voire spectrale au fil des années. Après les tournées en février-mars 2021, quand il a intronisé Pablo Longoria à la place de Jacques-Henri Herrero, puis en juin 2021, il est venu brièvement à Marseille fin mai 2024 pour lancer un nouveau cycle en compagnie du président espagnol. La saison dernière, McCourt n'a assisté qu'à un seul match de l'OM au stade Vélodrome lors de sa première journée, la première journée de Ligue 1 face à Reims 2-1, le 12 août 2023. Il en a fait de même pour la première au Vélodrome. Cet été, toujours face aux Champenois de Reims, malheureusement deux buts partout, le 25 août, accompagné de Sherazade Semsar de Boissesson, la directrice exécutive de McCourt Global. Plusieurs sources au club assurent qu'on le verra plus cette saison et sans doute lors du classique. Donc on le verra plus cette saison. Attendez, je vais boire un coup parce que là j'ai soif. Donc on le verra plus cette saison et sans doute lors du classique le 27 octobre. En attendant, Semsar du Boissesson, particulier comme nom, ainsi que le duo vétéran Jeff Ingram et Barry Corain, le président du conseil de surveillance, assure la liaison entre Longoria et un McCourt distant. Présent à Marseille ces derniers jours, Ingram, qui supervise régulièrement les finances du club, sera au Groupama Stadium ce soir. McCourt, en toute discrétion, lors d'un petit déjeuner à l'hôtel Intercontinental de Marseille à l'automne. Il nous répète la... C'est quoi ça ? Ah, il nous répète la même phrase, pas grave. Frankie McCourt nous avait prévenu, vous allez me voir beaucoup au début, comme en politique, en campagne présidentielle, puis je prendrai beaucoup de recul. Il n'a pas dérogé, il est venu brièvement, il nous réécrit la même chose. Je suis désolé, ils nous ont écrit la même chose 2 fois, vous avez vu, c'est pas moi. Je continue, et je continue sur leurs finances. On va parler un peu du pognon. Textor, des partenaires solides. Il faut d'emblée tordre le cou à la rumeur propagée en Angleterre d'une fortune de 3,7 milliards de dollars, 3,3 milliards d'euros. Textor n'a pas l'envergure financière de Frank McCourt. Il évolue plutôt dans les sphères de Jean-Michel Aulas et il sait surtout s'entourer pour investir. Le fonds Ares, les milliardaires Michel Kang et Jean-Pierre Comté, selon une évaluation récente du cabinet d'audit Ernst Young, validée par TD Bank, ses actifs, une fois les dettes déduites, seraient estimés aujourd'hui à plus de 900 millions d'euros en additionnant Eagle, donc Lyon, Botafogo, Molenbeek et 46% de Crystal Palace. Et FaceBank, sa société de reconnaissance faciale. Cela ne représente pas de l'argent cash, mais une valorisation de ce qu'il possède, donc les actifs qu'il aurait, je pense. Il faut ajouter à cela environ 80 millions d'euros en cash sur différents comptes bancaires, mais aussi près de 300 millions d'euros de patrimoine immobilier composé principalement de 2 grandes villas en Floride, d'une maison dans le centre de Londres, d'une propriété de vacances à Telluride dans le Colorado et surtout d'une île privée aux Bahamas. Textor a ainsi les moyens de combler personnellement certains déficits, comme il l'a fait au début de l'été en injectant 22 millions d'euros dans les comptes de l'OL. Une opération qu'il va renouveler dans les prochaines semaines avec un apport de 40 millions d'euros. Du côté de McCourt, ce qui nous intéresse encore, un mécène fiable. Depuis son arrivée en Provence, McCourt n'a pas connu un seul exercice de l'OM à l'équilibre. Et les déficits cumulés entre 2017 et 2023 atteignant 430 millions d'euros, le Bostonien s'est toujours porté garant auprès de la DNCG et avec l'achat du club, environ 50 millions d'euros pour sa prédécesseur, plus un passif équivalent à éponger, il a investi plus d'un demi-milliard d'euros dans l'OM. Les bilans de la saison 2023-2024 seront tous aussi dans le négatif. Mais depuis 2021 et l'après-Covid, les déficits ont été réduits par des apports extérieurs. Extérieurs, ça veut dire quoi? Vous allez me dire dans les commentaires, je pense. Une aide exceptionnelle au coût fixé de l'État, au fixe de l'État lié à la crise sanitaire 2021-2022 et 90 millions d'euros du fonds venu du CVC. Voilà, c'est quoi les petites mannes financières venues de l'extérieur. À défaut de se rembourser un peu avec CVC, McCourt a eu au moins moins à débourser. Et il a validé le fait que l'exercice 2024-25 soit encore dans le rouge. La direction du club explique avoir baissé la masse salariale de l'ordre de 10 à 15% par rapport à l'an passé, une saison record avec 143,5 millions d'euros au global chargé. Mais l'effectif sans Coupe d'Europe est encore fourni, avec des rémunérations élevées pour les cadres venus de l'étranger, comme Greenwood, Højbjerg, Rabiot, De Zerbi.
Le président Longoria a demandé un effort aux propriétaires, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, donc c'était le petit extrait que je vous ai cité, en s'engageant sur un cycle de 3 ans avec une première année déficitaire, donc cette année, mais des revenus conséquents ensuite, la manne de la Ligue des Champions qui va arriver, la qualification est obligatoire dans ce projet bien sûr, des plus-values sur les transferts dont on a cité tout à l'heure avec les joueurs par exemple, je sais pas moi, je cite un Greenwood, comme je vous l'ai dit hier, imaginez-vous un Greenwood, on l'a pris 30 millions environ, je cite environ, imaginez-vous l'année prochaine, il y avait le Real, le Barça, on disait hier, le Bayern et je sais pas quoi, qui s'étaient intéressés, voilà, on va pas dire que c'est concret ou pas, mais je vous ai cité une rumeur. Imaginez-vous cet été, avec une grosse saison de Greenwood, ils investissent dessus 60, 70, 80, 100 millions d'euros, et ben je pense que la plus-value sera là. Des plus-values sur les transferts via un effectif rajeuni, bonifié par l'entraîneur italien. Voilà, et après, c'est coupé par Verretou qui sera titulaire. Voilà, on a oublié de citer la compo lyonnaise. On va regarder encore une fois la compo si vous voulez bien. Voilà, elle est là. Je le rouvre, pardon. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, je vous la remontre. Et on voit que du côté de l'équipe, ils nous mettent Verretou titulaire. Je vous avais dit que Verretou devrait être, pourquoi pas titulaire, selon moi. Et j'avais dit, pourquoi pas à la place d'un Matic ou Tolisso. J'avais pas pensé à Cacré, mais c'est Cacré qui exit. Apparemment, il aurait fait un mauvais match contre Lens. Je n'ai pas vu le match, mais il aurait fait un mauvais match. Du côté de l'équipe lyonnaise, on a la défense à 3, le milieu à 5. Donc un milieu assez dense, avec les deux ailiers, deux pistons, Maitland-Niles et Abner. Abner qui sera face à Balerdi, on verra ce que ça donne. La casette devant, Mikotadze, ou pourquoi pas, Gift Orban. Je reviens sur le sujet qui nous intéresse et je continue. Leurs apports aux instances, par rapport à la DNCG, par rapport à la LFP, ce qu'ils en disent. Textor des idées en marge de celles de la Ligue. L'Américain est resté assez discret durant toute la séquence des négociations catastrophiques des droits TV par la Ligue. Mais le patron de Lyon a fini par sortir une punchline le jour des élections comparant dans ses colonnes le fonctionnement de la LFP à celui du Venezuela. Textor a beaucoup d'idées que ses homologues de Ligue 1 trouvent parfois farfelu. Il est donc pour l'instant traité à la marge, même s'il ne désespère pas d'aider à la transformation économique du foot français. Il était par exemple partisan de la création d'une plateforme par la Ligue pour la diffusion du championnat et le développement du lien avec les fans, comme d'autres dirigeants minoritaires, et cette option n'a finalement pas abouti. Fort de son expérience avec Fubo TV, un service américain de vidéo à la demande dont il a participé à l'expansion, il ne croit pas au modèle actuel et pense que les clubs français doivent sortir du conflit d'intérêts qui lie la LFP, le PSG et beIN Sport. Et oui, beIN Sport, il tient un petit peu la ligue par les cojones. En plus qu'ils n'ont pas donné l'argent là du premier versement qu'ils auraient dû donner. Je ne sais pas où on en est avec beIN Sport, mais pour l'instant, ils n'avaient pas payé le premier versement. Vous en rendez compte? Voilà, ils ont le contrat, ils diffusent les matchs, mais ils n'ont pas payé encore. C'est bien ça. Entre le PSG qui fraude tout ce que vous voulez, que ce soit avec l'histoire de Neymar, avec Darmanin, ou je ne sais plus qui avait appelé, je sais c'était qui le Premier ministre, sans déconner. Ils donnent des allègements ici et là, financiers, tout machin, et ils s'en sortent. Voilà, ils s'en sortent. Ils ne sont pas relégués en Ligue 2. C'est bizarre, hein. Voilà, il faudrait un petit peu taper du poing sur la table. Si tu me regardes, la burne, au lieu de justement lécher les burnes des autres, eh ben, comporte-toi comme un vrai dirigeant, voilà, de la Ligue. Je continue. McCourt, une proximité avec Laburne. Après son élection à la présidence de la LFP en septembre 2020, Vincent Laburne a entretenu d'excellents rapports avec McCourt, en présence d'héros. Par contre là, c'est une partie que j'aime pas trop parce que McCourt, lui, il lèche aussi un petit peu les... Je continue. En présence d'héros, l'Américain l'a convié dans son hôtel de Saint-Tropez en 2021 et il s'est aussi rendu chez Labrune à Saint-Rémy-de-Provence. En avril 2022, ils ont voyagé ensemble à Rotterdam pour la demi-finale en Ligue Europa Conférence contre Feyenoord. Et en septembre 2022, ils ont assisté au Tottenham OM, tous des matchs où on a perdu finalement, en C1 en compagnie des patrons de CVC. McCourt a approuvé les initiatives de Labrune sur CVC, le passage de la Ligue 1 à 18 clubs, la nouvelle répartition des droits TV internationaux réservés aux clubs engagés en Coupe d'Europe. Le boss de la LFP l'a convaincu qu'elles étaient favorables à l'OM et finalement non. On s'est fait enfler puisqu'on est à la même hauteur que les Lyonnais. Alors que Lyon, qu'est-ce qu'ils font à part vendre 2-3 places? Ils n'arrivent même pas à remplir leur stade. J'en ai pas parlé mais on va en parler après. Nous on remplit notre stade, on fait des tifos magnifiques. Voilà, c'est nous qui faisons la pub pour la Ligue 1 plus que les Parisiennes. Donc on n'est pas payé à notre juste valeur. Voilà, on s'est fait enfler. Après son élection au CA de la LFP en décembre 2022, Longoria a repris le fil de cette relation, McCourt s'éclipsant du paysage et lui déléguant totalement ce sujet des instances. En juillet dernier, alors que certains clubs de Ligue 1 non européens proposaient une répartition exceptionnelle des droits télé
internationaux pour compenser la baisse des droits domestiques, l'OM et le PSG s'y sont fermement posés quand d'autres, Lille, Rennes, ouvraient la porte. Longoria croit fermement que la Brune est le mieux placé pour continuer la réforme du foot français et cet automne, il est surtout attentif au niveau des droits de TV internationaux, 16,9% en revenant à l'OM à la suite des performances continentales entre 2022 et 2024. Voilà le sujet. Textor, McCourt, deux présidents différents. Vous allez me dire lequel vous préférez. Bon, vous allez me dire que c'est McCourt bien sûr, mais dans le sens où franchement Textor il est contre le système de la Ligue et je trouve qu'il faudrait être contre le système de la Ligue. Il faudrait porter ce cornès et montrer un petit peu ce qu'on représente du côté de l'OM. Et du côté de l'interventionnisme, peut-être qu'il intervient trop du côté Textor, mais du côté de McCourt il intervient pas assez. Voilà, il faudrait peut-être une juste mesure. Et pour les financiers, McCourt apparemment aurait plus d'argent qu'un Textor, donc il déplacerait allègrement les 1 milliard. Du côté Textor, on est en dessous les 1 milliard. Voilà plus ou moins les amigos pour le sujet principal. Maintenant, on va voir un autre sujet, c'est on revient sur le match. On revient sur le match et on regarde les compos du côté de la Provence. Mais avant de regarder les compos de la Provence, on regarde les 3 choses à savoir sur le match. Benoît Bastien au sifflet. On l'avait déjà cité, une semaine après avoir grincé des dents en attendant les coups de sifflet de Benoît Millot lors de la réception de Nice, les supporters olympiens n'ont pas trouvé de sourire en apprenant l'identité de l'homme qui allait diriger l'Olympico. Il s'agit de l'expérimenté Benoît Bastien, qui ne réussit guère à l'OM en Ligue 1, on l'a déjà cité, 8 victoires, 10 nuls, 18 défaites depuis décembre 2012. Le Vosgien a déjà arbitré 4 rencontres entre Lyon et Marseille au sein de l'élite, pour un bilan d'un nul, le fameux 0-0 au Vélodrome, avec le vrai faux but de Lucas Ocampos, et 3 défaites pour l'OM. Donc on n'a jamais gagné avec Benoît Mignot au sifflet. Lyon aussi a monté son loft. On s'en fout de ça. Par contre, le Parc OL n'a pas fait le plein. Au l'Olympico en terre lyonnaise, où les fidèles de l'OM sont interdits de se rendre, ne se jouera pas à guichet fermé. Hier, un peu plus de 50 000 places sur les 59 186 que compte l'écrin avait trouvé preneur. La faute notamment aux tarifs exorbitants pratiqués par le club de John Textor. Voilà plus ou moins. Donc ça fait cher. Allez, on continue et on regarde vite fait les compos des deux équipes. Du côté de l'OM, elle change de celle de l'équipe. Si vous regardez bien, la défense, c'est pas la même. Rouillé au gardien et le milieu au terrain aussi. Balerdi en défense centrale à côté de Kondogbia, donc c'est pas la même chose. Brassier à gauche, vous voyez, c'est différent. Et je pense qu'on est peut-être à se diriger vers ceci. Brassier à gauche, Murillo à droite. Ça serait peut-être plus logique qu'on laisse Balerdi dans l'axe de la défense. Et pourquoi pas Murillo à son poste. Et Brassier, qui a déjà joué latéral gauche, il l'a dit dans la conférence de presse, pourquoi pas rester sur ce système-là. Je préférerais ça. Par contre, le milieu Højbjerg-Rongier, je ne sais pas si Rongier il a le coffre physique pour jouer au milieu de terrain et concurrencer le milieu à 3 avec Verretou. On retrouverait le Ronge-tout, mais face à face. Le Verretou, le Matic et le Tolisso. Voilà, ça serait quand même assez à concurrencer à 2. Avec Højbjerg à ses côtés, oui, j'ai confiance en lui. Mais Rongier, qui est un petit peu à court physiquement, je trouve, j'aurais préféré, pourquoi pas, un Koné. Bon, après, c'est des probables. Hein. C'est peut-être pas celle-ci, c'est peut-être pas celle de l'équipe, c'est peut-être celle que je vous ai montrée hier avec ma composition. D'ailleurs, faites-moi votre composition, les amis, et votre prono. Je reste toujours sur le 3-1. Je suis toujours confiant, on va gagner cette rencontre. Et vous, combien vous mettez? Allez, mettez votre prono. Greenwood à droite, Harit dans l'axe. Henrique et Wai titulaire. Donc il y a quand même du changement. Il y a Rongier titulaire, Wai titulaire. Et voilà, il y a quand même 2 changements par rapport aux titulaires qu'on a vu sur l'équipe. Mais le système aussi change. Enfin, les joueurs ne sont pas à leur poste par rapport à celle de l'équipe. Voilà les amis. Et nous avons aussi une petite précision sur la composition. Suspension de Brassier s'il prend un carton jaune. Allez, on enchaîne les amis avant que je parte au boulot. Et on enchaîne avec quoi? Avec les stats de la rencontre. Alors, est-ce que c'est important ou pas? Non, je ne vais pas vous les citer. Par contre, on va faire une petite précision. Sur quoi? Sur la réserve. La réserve de l'OM, entraînée par Jean-Pierre Papin, je vous ai dit que je vous tenais au courant, a concédé le match nul contre Rousset. Ils menaient 2-0 malheureusement. Et ils n'ont toujours pas perdu. Ils sont toujours invaincus. Mais malheureusement, ils enchaînent les matchs nuls. Donc le but a été marqué. Les 2 buts ont été marqués par Sidi Ali, le joueur de 28 ans qui nous a un petit peu dépanné l'année dernière dans le groupe pro, et le jeune Robinho Vaz qui enchaîne les buts. Je crois que c'est son 3e ou 4e but en 4 matchs. Il allait marquer même dans les matchs de prépa. Le jeune joueur venu de Valenciennes ou Sochaux, je crois, est en train de marquer de son empreinte. 17 ans, jeune, physique, attaquant de pointe. Pourquoi pas pour venir dans le groupe pro dans pas longtemps. Attention, suivons bien Robinho. Et maintenant, regardons le classement. L'OM est 4e, ils ne sont pas largués, 2 points de retard sur la première place. Je vous rappelle que pour monter en National 2, là c'est le niveau National 3, il faut être absolument premier. Donc il y a mon éclairage qui s'est éteint, c'est pas grave, vous me voyez à moitié noir ici, à moitié blanc de l'autre côté. Je vais voir si je peux le dépanner. Putain,
Il faut acheter un autre éclairage. Bon, c'est pas grave. Voilà les amis, donc je pense avoir tout abordé avec vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est une petite vidéo assez courte, 29 minutes quand même, assez longue plutôt. Et je vous souhaite de passer une excellente journée les amis. On se retrouve peut-être ce soir si je vous fais un débrief à chaud. Je ne pense pas, je vais être au travail, donc ça va être assez compliqué. En tout cas, si on ne se retrouve pas ce soir, on se retrouvera demain en live. Demain soir, je vais faire un live débrief. Pour l'instant, je suis tout seul. Je vais voir s'il y en a un qui va répondre présent pour demain. S'il y en a un qui répond présent, ça sera que mieux. Voilà, pour un petit peu différencier les autres lives de dernièrement. On fera comme d'habitude les thèmes différents. Voilà, comme je vous l'ai dit, on va aborder le point presse. Voilà, pour voir ce qui a été dans la presse, bien sûr. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Hein. Le point presse qui fonctionne comme ça. C'est quoi ça? C'est l'analyse rapide. Ça va être une analyse rapide du match. Il va voir quoi? L'effet marquant de la rencontre. Voilà, l'effet marquant. Il va voir quoi? Le focus. Je vais vous faire un focus pendant la rencontre sur un joueur, sur un fait précis, sur ci, sur là. Et les notes qu'on fera ensemble. Voilà, les notes de la team entière. Voilà les amis, ça sera demain soir. Pour l'instant, je n'ai pas programmé. Mais demain soir, je vous le programmerai demain matin en rentrant du taf. Sur les coups de je ne sais pas quelle heure. On verra bien. Allez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Un excellent match. Vive le foot chez Savage Foot, pardon. Et surtout,